Bonjour à tous, quelle est la situation réelle de la mutuelle Margaillard? Que reste-t-il de ce pan de notre patrimoine mutualiste? Pourquoi cette institution est-elle en danger? Jean-Claude Malo, le président du collectif pour sauver et développer Margaillard, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Jean-Claude Malo. Bonjour M. Fandéré, bonjour à toute la Guadeloupe et à tous les mutualistes. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Après la politique, vous voilà défenseur d'une autre cause, celle de Margaillard. Pourquoi cet engagement? C'est un engagement qui me permet d'affirmer mes convictions. Je ne veux plus qu'on continue à appauvrir les pauvres. Et la mutuelle de Margaillard notamment ne fait pas son travail correctement. Et selon les informations que nous avons reçues des dizaines d'adhérents, les témoignages qui passent sur les réseaux sociaux, et ensuite les documents que nous détenons nous permettent de dire que nous avons eu raison de prévenir, de lancer l'alerte et de dire à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, parce qu'il y a des adhérents par là aussi, faisons attention, Margaillard risque de se trouver en situation de fusion, d'absorption, parce que la mutuelle, dans son fonctionnement, dans ses moyens financiers, sa gestion généralement, ne peut pas continuer à exister si on continue de la gérer comme ça depuis 2012. Très bien. Un collectif pour sauver et développer Margaillard. Où se situe le danger pour cette mutuelle qui était si chère à nos parents et nos grands-parents? Exactement. Et ce matin, nous avons demandé en conférence de presse une minute de silence pour ceux qui ont eu l'audace de créer une mutuelle en Guadeloupe. Parce que nous ne voulons pas qu'il meure une deuxième fois. Ceci étant, depuis 2012, le fonctionnement de Margaillard est délétère. Ça ne va pas. Quand nous lisons les documents qui sont sortis depuis l'époque, et notamment les rapports du comité social et économique, qui ne signent pas, qui ne donne pas d'avis favorable sur la gestion de Margaillard et qui s'appuie sur ce que le personnel vit et la façon de gérer Margaillard. Margaillard est en danger, son avenir est incertain. Et ça, c'est déjà pour les gens qui vivent à l'intérieur, qui veulent travailler. Voilà ce qu'ils disent. Ensuite, les documents que nous avons pu obtenir nous montre que Margaillard est en difficulté parce qu'elle perd des adhérents maladroitement, parce qu'il y a des gens qui vous disent « mais je paye », on me dit je suis radié. Les adhérents s'en plaignent encore aujourd'hui. Et on se demande, est-ce que les comptes sont réellement vrais? Est-ce qu'on n'est pas en train de mentir à la population? L'autorité de contrôle prudentielle et résolution, la CPR, qu'on dit être le gendarme des assurances et des banques, a aussi présenté un rapport au conseil d'administration disant « Faites attention, la manière dont vous procédez, vous mettez en danger l'avenir de Margaillard. Le 24 novembre 2019, le conseil d'administration de la mutuelle décide de reprendre sa gestion et de demander aussi d'avoir tous les fichiers de leurs adhérents. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc le conseil d'administration reconnaît lui-même une grande déception des dysfonctionnements malgré la signature de deux conventions. Qui sont les responsables de cette situation? Écoutez, c'est d'abord le président et aussi les administrateurs, le personnel le plus proche. Parce que quand vous dirigez une structure comme ça, vous avez une direction générale, vous avez un comptable, et donc, plus la personne qui est chargée, au nom de la CPR, de contrôler si vous faites correctement le travail qui vous est demandé de par la loi. Je profite pour dire aux administrateurs à qui nous avons écrit de faire attention à ce qu'ils font, de vérifier ce que disent les deux articles suivants, l'article 114-29 et l'article 114-36, de vérifier leurs responsabilités. Parce qu'il faut qu'approuver
ceux qui ne comprennent pas, ou bien s'ils comprennent, alors ils font semblant de ne pas comprendre, mais je leur dis, allez vérifier ce qu'on dit pour la responsabilité des administrateurs d'une mutuelle. Oui. Et ils comprendront qu'ils ne peuvent plus continuer à se taire, sinon de revoir leur comportement et de respecter la clientèle guadeloupéenne. En général, ce sont des personnes âgées qui s'adressent à nous. C'est des mounis jamais allés, peut-être 300, 400 euros. Avant même de bâtir, vous n'avez mangé. Regardez, est-ce qu'on peut payer Margaïa ou ne peut pas faire ça? On n'a pas le droit de faire ça. Il y a donc pour vous vraiment un risque de disparition de Margaïa? Oui, il y a un risque de fusion-absorption. Margaïa, si les responsables ne font pas attention, commencera par perdre son agrément sur la base de ce qu'on appelle solvabilité 2, c'est-à-dire de vérifier est-ce que Margaïa sera en mesure d'assurer toutes les responsabilités. Et ce n'est pas sûr au moment où nous parlons. D'accord? Et si, en plus, Margaïa, le groupe Vive, a dépêché quelqu'un pour 18 mois pour aider Margaïa à se mettre aux normes, ça ne marche pas. La question de savoir comment se fait-il qu'on vous envoie quelqu'un et que ça ne marche pas? Ça veut dire que cette personne-là, on est obligé de se poser la question, est-ce qu'on lui donne tous les moyens à Margaïa pour qu'il puisse faire son travail correctement et faire en sorte que Margaïa se redresse? Très bien. Et quelles actions votre collectif compte-t-il mener? Alors, vous alertez, c'est bien? Nous alertons et nous essayons d'avoir une discussion avec les responsables, le conseil d'administration de Margaïa, pour dire voilà ce que nous pensons de ce qui se fait actuellement et éventuellement faire des propositions. Eh bien, ça paraît être impossible et c'est pourquoi d'ailleurs il y a des adhérents qui ont lancé une pétition demandant des informations claires et précises pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Et aussi, cette pétition a déjà reçu plus de 300 signatures. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des gens qui nous sauver et développer Margaïa. Nous ne sommes pas dans une démarche d'affaires personnelles, c'est une démarche collective. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous sommes constructifs parce que le titre même du collectif montre bien que nous ne voulons pas que Margaïa disparaisse. Nous savons que nous pouvons permettre à Margaïa de se développer, contribuer à ce développement et que Margaïa reste en Guadeloupe. Ah oui, après 88 ans d'existence, nous savons très bien qu'il est possible que cette mutuelle continue d'exister et sécuriser la clientèle. Parce que des gens nous demandent est-ce qu'on part? Moi, comment je fais pour partir? Alors, effectivement, nous leur disons non, ne partez pas. Nous sommes sûrs qu'un jour, Margaïa va se redresser, elle va retrouver son autonomie de gestion et évidemment aussi son fichier. Et comment expliquer ces radiations d'adhérents? Mais parce qu'il y a un dysfonctionnement qui existe depuis même avant la signature des conventions et qu'on n'arrive pas à résoudre. Par exemple, si vous perdez un parent, ou bien Margaïa constate qu'un de ses adhérents est décédé, Margaïa doit chercher qui peut bénéficier justement du capital que la personne décédée pourrait obtenir. Est-ce qu'ils font ce travail-là? Ce n'est pas sûr, parce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu cela. On ne cherche pas à savoir où sont ces personnes. Et par conséquent, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire que nous exigeons la vérité. Pas de donner la vérité à Jean-Claude Malo s'il ne voulait pas, mais au moins à la population guadeloupéenne, aux adhérents de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ils ont droit à la transparence, ils ont droit au respect. C'est eux qui ont misé l'argent là. Donc, ils doivent savoir ce qu'ils ont fait avec l'argent là pour comprendre quelles dispositions ils ont prendre, si ils ont arrêté, si ils ont parti, si ils ont changé de contrat, etc. Ce n'est pas correctement fait. Très bien. Vous avez totalement tourné le dos à la politique, Jean-Claude Malo? Je n'ai pas pris encore cette décision-là. Il est encore un peu tôt. Cela fait 26 ans que je me suis engagé à une élection, parce que j'étais déjà un chrétien engagé. Et un chrétien engagé, il fait de la politique. Ça veut dire qu'il s'occupe des autres. Il porte sa contribution pour que le monde soit transformé, qu'il y ait un monde meilleur. C'est un rêve, j'y crois. Et c'est possible. Donc, aller aux élections,
Pour l'instant, je ne peux pas répondre. Tout dépend des circonstances. Donc là, maintenant, je continue à militer. Mais je vous dis et je vous répète, je ne veux pas qu'on continue à appauvrir les pauvres. Ça ne vous empêche pas d'avoir, même si vous n'avez pas encore pris de décision, d'avoir un regard, un avis éclairé sur le pays. Vous êtes inquiet pour la Guadeloupe? Je ne suis pas inquiet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas inquiet. Son bon des autres qu'à mettre en l'ordre. Et j'ai dit, ça fait depuis longtemps, je persiste à le dire, la manière dont la Guadeloupe est gérée, sa gestion ne peut conduire qu'à la violence. Évidemment, je n'ai pas fait le choix de la violence. Mais n'empêche, on va directement vers ça. Pire, c'est que personne ne pourra contrôler personne. Mais j'ai l'impression aussi qu'on est en train de nous provoquer pour nous obliger à regarder la réalité en face. Le monde d'hier n'est pas le monde d'aujourd'hui, même si on doit tenir compte des expériences qu'on a vécues. Mais les expériences vécues doivent nous aider à grandir et à aller beaucoup plus loin. Si on peut éviter la violence, c'est encore mieux. Eh bien, moi, de toute façon, si on peut l'éviter, ce serait bien, mais à condition de ne pas perdre son âme. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre pays, Guadeloupe? Écoutez, je milite pour qu'on comprenne bien la place de la culture dans notre vie, la place de l'éducation populaire, et j'ajoute que même l'éducation officielle doit revoir son programme. Il faut que les élus de la Guadeloupe aient un mot à dire sur le fond, sur la pédagogie, pour que l'éducation nationale réponde aux besoins réels de la Guadeloupe. Et aussi la santé. Ces éléments-là vont permettre à la Guadeloupe de se lancer dans une vie meilleure, et la Guadeloupe en est capable parce qu'elle sait ce que c'est que la violence, elle sait ce que c'est que la bienveillance, elle sait que c'est comme la compassion. Nous n'avons pas de leçons à recevoir sur la bienveillance. On est en train de provoquer une division entre différents Guadeloupéens et même Caribéens. J'insiste pour que mes compatriotes comprennent bien que ce n'est pas le bon chemin. Nous devons être des artisans, des messagers de liberté, d'espérance. C'est important, de lumière aussi, et travailler à l'union du peuple guadeloupéen. Alors on n'aura jamais tout le monde, mais on peut faire la révolution sans violence à partir de notre vie que nous respectons, que nous avons choisie. La crise sanitaire a bon dos, mais elle ne saurait être responsable de tout. Alors, la crise sanitaire, c'est un prétexte. On l'a peut-être même provoqué. Mais avant, et souvent on parle de France ou de la métropole, le monde avait déjà des problèmes. Nous étions à la limite d'une crise financière plus grave que 2008. Et on nous précipite en nous faisant penser qu'au corona, mais l'homme est né avec ce qu'il faut, des anticorps pour combattre justement les microbes. L'homme n'est pas fait pour mourir par la maladie, il est né et pour mourir par la vieillesse. Ça veut dire, mangeons bien, alimentons-nous bien, respectons notre corps, aimons notre corps, ça nous permettra mieux de comprendre les autres et de les accompagner, de les partager avec eux nos désirs, nos rêves, et aussi participer à la transformation d'une Guadeloupe meilleure, et aussi une Guadeloupe meilleure où on ne perd pas son âme. Et je profite pour dire aussi à tous les Guadeloupéens qui croient à la Guadeloupe et qui font des choses positives pour construire une Guadeloupe. Et ça, la Guadeloupe est en train de se transformer. Dr Henri Joseph et bien d'autres font des choses extraordinaires. Pensons à eux, encourageons-les, et vous verrez que la Guadeloupe aura son mot à dire dans la transformation même du monde. Le militant de la cause nationaliste que vous êtes n'attend plus rien des élus guadeloupéens. Vous avez encore quelque espoir? Non, ils sont dépassés. Et ils font tout en contradiction avec ce qu'ils disent sur le papier. Ils ne font pas ce qu'ils disent. Et ils n'ont pas encore compris, ou ils ont déjà compris, qu'un pays ne peut pas rester comme ça. On va, le 19 mars, fêter ou reparler et faire un bilan de l'assimilation de la loi de 19 mars 1946. Qu'est-ce qui a changé? Les Français de France, les Français
n'accepte pas que la France soit sous perfusion. Elle l'est aujourd'hui et nous allons accepter, mais ça n'est pas bon pour soi, pas bon pour qu'on a. Nous n'allons pas accepter. Nous avons une intelligence, nous avons le droit de rêver et participer. Mobilisons-nous pour construire et participer à une humanité nouvelle. Nous y arriverons parce que de toute façon, le monde change. Il est préférable d'être acteur du changement, de la transformation, que d'être celui qui subit la transformation. Jean-Claude Malo, merci d'avoir répondu à nos questions dans cette émission. C'est moi, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Franc Parler sur Éclair TV.